Bonjour Monsieur Ba. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes actuellement directeur général adjoint du MCC. Vous avez précédemment séjourné en Côte d'Ivoire en tant que directeur pays résident du MCC dans le cadre du programme Compact. De retour à Abidjan, quelles sont vos premières impressions? Merci pour la question. Je pense que la chose la plus évidente, c'est physiquement le changement qu'il y a eu en quelques années. Je pense que on voit directement les infrastructures, les travaux qui se font ici à Abidjan. Abidjan est un chantier. Je n'ai pas fait l'intérieur du pays, donc je suis là pour juste quelques jours. Mais ma première impression, c'est on voit la croissance. On voit un pays qui est vraiment en évolution et un pays qui a un programme de développement assez ambitieux. On voit aussi les embouteillages. Ma première impression, c'est qu'effectivement, qu'il y a vraiment ce plan de développement qui est en marche. Ok. Votre première impression? Oui, ça c'est ma première impression. D'accord. Bon. D'autre part, je pense que j'étais là au niveau j'étais là pour participer au Africa Singapore Forum. Une chose aussi que j'ai vraiment appréciée, c'est après le Covid, je pense, on commence maintenant à voir les gens se rencontrer en présentiel. Et ça, je pense qu'après 2 ans, ce côté humain de nos relations commence à prendre place et j'apprécie beaucoup le changement que vous pouvez remarquer entre le virtuel et le présentiel, et je pense qu'on arrive à aller plus en profondeur dans nos discussions. On sent l'efficience des réunions en présentiel, et j'ai pu aussi, durant mon séjour, rencontrer un bon nombre de dirigeants ivoiriens, et ça me fait vraiment plaisir de voir l'énergie, cette énergie qu'il y a avec tous ceux avec qui j'ai parlé, et cette positivité du futur, malgré une période de Covid et malgré la crise actuellement avec la guerre en Ukraine, ainsi que cette inflation que nous avons, ce choc que nous avons dû à la guerre en Ukraine et vraiment le flambée des prix. Mais il y a une certaine positivité chez les gens que j'apprécie. Ok. Pour revenir au contact de la Côte d'Ivoire, au compact de la Côte d'Ivoire, c'est ça. Qu'est-ce qui a été accompli par le programme à ce jour et à quoi les Ivoiriens peuvent-ils s'attendre comme résultat de ce programme? Ouais, bonne question. Écoutez, le compact de Côte d'Ivoire, qui est un fonds d'investissement public octroyé par le gouvernement des États-Unis au gouvernement de Côte d'Ivoire, est un fonds de 537 millions de dollars à peu près. Dès le début, l'idée de ce fonds, c'était d'essayer de stimuler la croissance inclusive de la Côte d'Ivoire en adressant des contraintes spécifiques. On avait choisi 2 contraintes. Un, c'est la fluidité du transport, spécifiquement quand il s'agit du port autonome d'Abidjan et toutes les routes qui évacuent le flot de trafic au niveau de ce port. Donc, nous avons des projets de réhabilitation routière sur le boulevard de Vridi, le Yopougon Expressway, le boulevard de la Paix et la VGE. À ça, nous avons associé des réformes institutionnelles, politiques et institutionnelles socio-économiques. Et à ce jour, je suis très content de voir toutes les réformes qui ont été faites. Au niveau de l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale, nous avons le comité interministériel qui a été établi pour la formation des enseignants, qu'on appelle le CIF. Nous avons dans ce programme déjà un déploiement des inspecteurs au niveau de ces districts. Nous avons aussi
un aspect infrastructurel du projet. Comme je l'ai dit, il y a des réformes institutionnelles, mais à ça nous associons de grandes infrastructures. Et vous avez, par exemple, nous prévoyons construire des collèges de proximité dans le Béquet et San Pedro. Et là où nous sommes, nous avons fini la conception de ces collèges qui sont comme on appelle des designs de base. À ça, nous associons toute une série d'interventions, c'est-à-dire la formation des enseignants, la formation des inspecteurs, la revue du curriculum. Et je pense que ça rentre dans le cadre d'une stratégie que le gouvernement a eue de ramener l'école proche des gens, surtout en zone rurale. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'à long terme, le gouvernement a placé l'éducation au centre de son plan de développement national, et surtout dans les zones rurales. Et notre programme, moi je pense qu'il est un programme assez complet qui n'essaie pas d'adresser le problème de manière transactionnelle, mais plutôt de manière stratégique. Et donc à ce jour, il y a beaucoup de réformes qui ont été faites dans ce domaine qui vont à long terme changer la manière dont se font les choses. Surtout dans le domaine, toujours dans le domaine de l'éducation, je vous rappelle aussi un autre volet, c'est le volet d'enseignement technique et de formation professionnelle. Vous savez, j'ai fait mes études dans le système francophone. C'est la même chose. On a un système classique où on pense toujours que c'est le tronc commun qui t'envoie au succès, alors que la branche professionnelle, aujourd'hui, nous sommes dans des économies digitales où nous avons beaucoup de disruptors, n'est-ce pas? Souvent, c'est les gens qui disruptent l'économie ou des activités sont des gens qui ont une manière de penser qui va vraiment dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est dans ce sens que la formation technique et professionnelle est très importante. Et je suis content de voir qu'on a une loi, la loi TIVET, qui est en ce moment en train d'être passée au niveau de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est une révolution ici en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Pour une première fois, nous allons déléguer et associer le secteur privé à la mise en place des centres de formation technique et professionnelle. Qu'est-ce que ça fait? Ce que ça fait, c'est que ça permet secteur par secteur de répondre aux demandes du secteur privé. Le secteur privé veut fabriquer un produit ou bien livrer un service. Il a besoin d'une compétence. Ce n'est pas au gouvernement de définir c'est quoi cette compétence. La personne la mieux habilitée à définir cette compétence, c'est la personne qui l'utilise. Ça, c'est le secteur privé. Et donc, notre modèle, qu'est-ce qu'il fait? Il rapproche le secteur privé et le gouvernement dans un PPP, un partenariat public-privé. En retour de cette délégation, le gouvernement exige des standards. Parce que le gouvernement ne veut pas non plus que ce soit l'anarchie dans un secteur spécifique, n'est-ce pas? Que ce soit dans le secteur du bâtiment, du BTP, ou le secteur de l'électricité, par exemple. C'est de s'assurer qu'il y a des standards, des régulations qui sont respectées et des normes qui sont respectées par le gouvernement. Donc, en travaillant ensemble, ces centres TIVET vont répondre à deux dynamiques. Un, ce que veut le gouvernement dans sa stratégie de développement, et deux, ce que offre le secteur privé, qui au finish veut un profit, mais en répondant aux exigences du gouvernement. Donc moi je pense que ça c'est un modèle gagnant-gagnant. Nous avons, en plus de ce volet TIVET, nous avons aussi le genre et l'équité. Nous avons créé au sein du ministère de l'Éducation nationale un comité, une direction du genre équité. Et je pense que ça, c'est très important parce que la participation des jeunes filles dans l'éducation nationale, vous savez, le taux de participation des jeunes filles et les jeunes garçons dans l'école primaire ou secondaire est presque en parité, mais on remarque qu'à partir du lycée, les filles abandonnent. Et ça, c'est dû à des conditions socio-économiques et parfois même culturelles. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut être intentionnel dans nos méthodes pour qu'elles ne soient pas au désavantage de leurs études supérieures ou bien même de leurs études au lycée. Donc, cette direction du genre qui se trouve au niveau du ministère de l'Éducation s'impliquera dans les décisions, n'est-ce pas? C'est en s'impliquant en amont dans les décisions qu'on s'assure qu'on n'est pas en train d'exclure une communauté, les femmes par exemple, les filles, dans ce processus d'éducation nationale. Et je pense que le modèle du MCC qui va du début, c'est-à-dire la sélection des sites, des écoles, j'ai parlé des collèges de proximité, la sélection des lycées,
le curriculum qu'on enseigne et quels sont les avantages que nous mettons en place pour s'assurer que la jeune fille peut aller à l'école et sortir comme le jeune garçon du curriculum et avoir un job. Donc ça, c'est juste un aperçu de tout ce qui a été à ce jour accompli. Et très souvent, les gens ne remarquent pas parce que ce sont des réformes. Vous savez, la seule chose que les gens voient, c'est les infrastructures. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le gouvernement en matière de réforme que les gens ne voient pas, ne saisissent pas. Mais l'effet se sent petit à petit. Et souvent, c'est des trucs c'est la fondation de l'économie. Et on n'apprécie pas ça très souvent parce que, bon, c'est pas visible. Mais moi, je pense que c'est la chose la plus importante, en fait. C'est pas les routes qu'on va construire. Bon, en plus, je vous ai parlé du TVET. Nous allons construire des centres de formation technique et professionnelle en association avec le ministère du TVET et en collaboration avec ces agences. À ce jour, nous avons sélectionné 4 secteurs. Je pense qu'il y a le secteur du bâtiment, il y a le secteur de l'automotive, n'est-ce pas? Il y a 2 autres secteurs qui m'échappent en ce moment, mais qui vont tous participer à ce modèle. Ce n'est qu'un pilotage. Après, on espère que ce modèle sera étendu à d'autres secteurs. Le MCC travaille aussi avec le gouvernement de Côte d'Ivoire pour éventuellement développer un programme de compact régional. Que pouvez-vous nous dire sur ce programme? Oui, vous savez, la Côte d'Ivoire est un partenaire qui travaille avec le MCC depuis 2012-2013. La Côte d'Ivoire a très rapidement, par sa performance, a eu un compact de 540 millions de dollars que j'ai défini tout à l'heure. Mais on a aussi eu l'autorité aux États-Unis de faire un compact régional, c'est-à-dire qu'au lieu de s'ancrer sur le national, on a jugé surtout dans des régions comme l'Afrique de l'Ouest où l'intégration régionale est essentielle. Il y a des choses que la Côte d'Ivoire fabrique et fait qui peuvent être exportées dans un pays voisin. Si vous prenez par exemple le domaine de l'électricité, vous savez, croyez-le, la Côte d'Ivoire est très en avance sur beaucoup de pays en ce qui concerne l'intégration énergétique d'un pays. Ça, je parle des secteurs. Quand vous parlez de la génération, la production d'électricité, le transport d'électricité, la distribution d'électricité, je pense que c'est un secteur que la Côte d'Ivoire maîtrise. Depuis les années 60, la Côte d'Ivoire faisait des PPP dans le secteur de l'électricité. Aujourd'hui, les pays parlent de ça, essaient d'avoir un cadre, alors que la Côte d'Ivoire le faisait depuis. Et c'est de leverage cette connaissance à d'autres pays, n'est-ce pas? Donc, ce à quoi on a commencé une discussion et on a choisi la Côte d'Ivoire comme pays pour faire un régional, ce sera basé sur le secteur de l'énergie. Les conditions et les spécifiques sous-secteurs ne sont pas encore bien définis. Nous entamons les discussions. Comme on a développé le compact, on développera le compact régional avec les mêmes méthodes. Notre modèle, c'est de toujours associer, créer une équipe ici en Côte d'Ivoire pour diriger le développement de ces compacts. Nous ne développons pas ces compacts seuls. Nous travaillons avec le gouvernement, on met en place une équipe, on voit les contraintes, on voit les projets, on sélectionne et on évalue la rentabilité économique de ces projets. Donc je pense qu'on est juste au début d'un processus, mais j'espère que d'ici quelques années, on pourra présenter, après négociation, un compact régional ancré en Côte d'Ivoire qui va essayer d'adresser une contrainte qu'on va définir dans les mois à venir et qui va essayer aussi d'intégrer plus de manière régionale le secteur de l'énergie en Afrique de l'Ouest. Votre mot de fin? Écoutez, merci pour cet entretien. Je suis content d'être en Côte d'Ivoire. Je suis ravi de revenir ici et de rencontrer mes collègues, mes partenaires. Vraiment, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le Premier ministre Patrick Achi ainsi que le secrétaire général à la présidence, le ministre Abdourahmane Cissé. Et je suis très, très, très content de voir d'abord le progrès qu'il y a eu en Côte d'Ivoire en 2 ans. Et je repars sachant que c'est un chantier qui dans 2 ans sera encore transformé. C'est vraiment impressionnant de voir ce qui se fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui et j'espère aussi que
je souhaite bonne chance à la Côte d'Ivoire à la CAN 2023 et j'espère qu'avoir bien rétabli le stade, que vous aurez les performances en football qu'il faut pour remporter la coupe. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ba, pour cette rencontre. Merci.